son voisin italien. On a beaucoup de choses à reprocher au gouvernement italien, notamment dans ce qu'il négocie avec les autorités libyennes. Mais néanmoins, s'il y avait eu un peu plus de solidarité avec les Italiens, on ne serait probablement pas là. Et la France est un des principaux responsables de cette absence de solidarité. Donc il faut que les choses soient mises en place et qu'on les dénonce systématiquement. Le rôle de la France en ce moment est un rôle négatif sur l'ensemble des dispositifs européens en la matière. Moi, je le vis au quotidien. Quelquefois, je fais des visites dans un certain nombre d'endroits avec des collègues européens, notamment quand on n'est pas venu en visite à Calais. Mes collègues, quel que soit le groupe politique auquel ils appartenaient, ont été ahuris. Ahuris parce que même dans un certain nombre de pays tiers, il n'y avait pas de situation comme celle-là. C'est invraisemblable qu'un pays comme la France, qui se revendique le 6e pays le plus riche du monde, en soit les droits de l'homme, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le 6e pays le plus riche du monde en soit à ce niveau-là. Et parlons des places, puisque je vais réagir en la matière. J'ai appris incidemment que l'on allait diminuer les places pour les demandeurs d'asile. Je disais tout à l'heure que la France de loin n'était pas un des principaux pays concernés. Ça fait 20, 25 ans, 30 ans peut-être que je travaille sur ces questions. Depuis 20 à 25 ans, j'entends les associations qui travaillent sur ces questions-là dire « il manque de place pour les demandeurs d'asile ». On a à peine 30% de place par rapport au nombre de demandeurs d'asile. Donc c'est pas le moment de les réduire. C'est le moment au contraire de les augmenter pour faire face à nos engagements internationaux. Et la France est un des rares pays où on empêche européens, où on empêche les demandeurs d'asile de travailler. Et la France est un des rares pays où on ne donne même pas un toit à ces demandeurs d'asile. Donc je trouve que tout ça est scandaleux. Ma bataille, c'est de ramener le rôle de la France là où il est au niveau européen. On se gargarise en ce moment d'être un super européen, alors qu'on le mette non seulement dans les discours, mais qu'on le mette en acte par rapport à ceux qui ont le plus de solidarité et ceux qui sont des demandeurs d'asile et des réfugiés. Merci Marie-Christine pour cette parole politique qui nous change de tous les blablabla politiciens qui nous sont généralement assénés par nos ministres. Là, on a une vue de haut et qui permet de juger notre situation réelle par rapport à nos voisins et ce n'est pas en notre honneur, c'est sûr. À ce sujet, ceux qui sont les plus sur la brèche vis-à-vis de l'arrivée des migrants en France sont nos amis briançonnais qui sont en première ligne et qui nous ont souvent montré la voie et l'exemple de la solidarité et de l'organisation. Nous apprenons beaucoup à leur contact. Ici, on est dans un département où il y a une réelle solidarité, non seulement entre les nombreuses associations. Aujourd'hui, une vingtaine d'associations s'étaient groupées pour vous donner cette invitation. Il y a aussi une réelle solidarité au quotidien. Et par exemple, l'accueil est fait au secours catholique, mais il est complètement laïque. On a l'entraide protestante, le secours populaire, la CGT. Tout le monde vient donner des moyens sans étiquette et sans idée de racolage. Et ça, c'est une force très importante et qui est l'apanage d'une communauté plus petite et donc plus solidaire, au contact les uns des autres. Nous avons sans arrêt des relations avec Vennes, avec Laragne, avec Sisteron, avec Barcelonnette, avec Guillestre, Embrun et en particulier avec l'Argentière et avec Briançon. Et nous les en remercions parce que nous apprenons beaucoup dans cette coopération. Merci déjà. Et je vais donner la parole à Michel Rousseau, qui œuvre à l'association Tous Migrants à Briançon et qui a été très impliqué dans l'organisation des États généraux des migrations, qui ont essayé de porter sur le problème de la mobilité des citoyens, de la mobilité des humains, un regard plus élevé que simplement celui des anecdotes ou des reproches ou des intentions négatives. Je pense qu'on a besoin de prendre de la hauteur par rapport au problème des migrations. D'abord pour voir d'où cela vient dans les siècles passés,
comment les prédations successives dans les pays pauvres ont amené des gens à ne plus pouvoir vivre sur place. Comment aujourd'hui les changements climatiques amènent des gens menacés à ne plus pouvoir vivre sur place. Et comment nous nous réfugions sur notre tas de confort et d'avantages et de privilèges pour fermer nos frontières et dresser des barrières toujours plus sévères. Et ça ne rime à rien parce que demain, ils seront plus nombreux, ceux qui sont menacés. Demain, le continent africain, au lieu d'avoir 800 millions d'habitants de population, on aura 1,5 milliard et il y aura donc 2 à 5 à 10 fois plus de gens qui viendront à nos portes et qui auront le droit de se déplacer et de choisir de venir vivre. Et ce regard de hauteur, il manque en général, et dans les rapports de presse, et dans les articles, et dans les interventions à la radio, à la télévision. Et c'est de ces états généraux-là, de cette hauteur de vue qu'on a besoin, de la part des politiques, ou de la part des associations qui revoient les choses d'un peu plus haut. Les états généraux des migrations sont une façon de considérer le problème, non pas dans son organisation ou dans ses anecdotes, mais bien dans son fondement essentiel. Michel, à toi la parole. Je vais renvoyer le remerciement de Bernard vis-à-vis du Briançonnais. Nous, on pourrait rien faire à Briançon s'il n'y avait pas tous ces gens dans le Gap-en-Sey et au-delà qui prenaient le relais, puisque Briançonnais, c'est une première étape pour la plupart des migrants qui arrivent. Ils souhaitent poursuivre leur route et on serait bien dans la capacité, de toute façon, même si on le souhaitait, de tous les accueillir. Et je vois, pour donner simplement l'exemple des mineurs, le travail qui a été accompli ici depuis des mois, il est extraordinaire. Et voilà, et ça, c'est nous aussi qui vous remercions du fond du cœur. Ça, c'est la première chose. Et cet exemple qu'on réalise au niveau des Hautes-Alpes, où on s'entraide mutuellement pour permettre justement un accueil et un accompagnement tout au long d'un parcours, mais pour l'instant qui se limite essentiellement à un département. Il faut absolument, c'est vital, qu'on arrive à l'ouvrir sur l'ensemble des départements français et au-delà pour ceux qui veulent aller dans un autre pays. C'est vital, et pour ça, puisqu'on se heurte pour l'instant à une opposition croissante, puisque les lois sont de plus en plus restrictives et répressives, si on veut gagner cette bataille pour les droits de l'homme et en particulier pour le droit de l'asile, pour l'hospitalité, il faut absolument qu'on arrive à convaincre l'ensemble de la population qu'on a tout à gagner. À l'exemple, voilà, de nous, ce qu'on respire ici, d'accueillir des migrants, ça nous enrichit. Et c'est ces témoignages-là qu'on veut transmettre à l'ensemble des Français et au-delà, pour que la population, dans son ensemble, crée ce rapport de force qui obligera les pouvoirs publics, qui sont vraiment beaucoup plus bêtes que la population, beaucoup plus frileux, beaucoup plus peureux, et qui poursuivent je ne sais quels intérêts. Donc pour les obliger, parce qu'on sera, voilà, parce qu'il y aura une majorité de gens qui auront pris à cœur cette hospitalité, et donc l'État sera obligé, les politiques seront obligés de suivre. On a d'ailleurs, c'est pour ça que c'est quand même important, il faut pas tous les mettre dans le même sac. On a la chance au Briançonnais d'avoir des élus qui nous soutiennent. C'est pas toujours comme on le souhaiterait, mais voilà, de toute façon, ils peuvent nous dire la même chose. Hein. Faut pas qu'on soit dans les reproches les uns vis-à-vis des autres. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et on est tous imparfaits. Mais voilà, il faut absolument que partout, sur les localités, les différents acteurs de la société civile, donc y compris les élus locaux, donc s'emparent de cette question et voient tout ce qu'ils ont à y gagner, comme ce qu'on fait nous déjà dans les Hautes-Alpes et ailleurs dans d'autres régions, que ce soit en Italie ou en France ou ailleurs. Voilà, je vais revenir aux états généraux, mais Bernard en a déjà beaucoup parlé. Il y a des étapes importantes par rapport à ces états généraux, dont il faut savoir que cette idée a gagné également l'Italie, la Belgique, d'autres pays, et donc on est dans une démarche qui maintenant passe à l'échelle européenne, et c'est essentiel puisque les législations concernant les migrants, comme beaucoup, sont à l'échelle européenne, en particulier les accords de Dublin si déplorables. Donc dans les prochaines étapes, il y a des assises nationales le week-end du, je sais plus exactement les dates, mais c'est autour du 24-25 mai, si je dis pas de bêtises. Ce sera une première session nationale où seront compilées, rassemblées, débattues les propositions qui auront émané de multiples territoires comme dont le nôtre, hein,
Il y a des choses qui remontent, on a réussi à faire remonter quand même un certain nombre de choses du Briançonnais, par exemple, grâce, entre autres, à la journée de conférence du 16 décembre dernier, hein, qui a été très riche en contributions de toutes sortes. Donc voilà, il y a plein d'initiatives comme ça qui sont déployées à travers la France. Ce sera une première synthèse. Il y aura d'autres étapes qui auront une échelle plus européenne. Dès le mois de juin, par exemple, les 16 et 17 juin, nous ferons quelque chose à Briançon avec les amis italiens. Alors on vous donnera plus de détails par la suite. On est un peu occupé en ce moment. Mais voilà, c'est déjà en route. On aura le soutien de différentes associations nationales qui viendront nous apporter leurs propres contributions et leurs propres horizons. Par exemple, le CCFD Terre Solidaire viendra s'associer à nos travaux des 16 et 17. Et eux, ils sont dans la perspective du Forum social mondial qui aura lieu au Mexique un peu plus tard, justement sur le thème des migrations. Le Mexique, c'est un pays qui est, par rapport à ce que nous on vit, c'est puissance 10, hein, ou 100, je sais pas. Hein, et là-bas, c'est des morts tous les jours, des gens qui se font tirer dessus. Enfin bon, bref, c'est vraiment horrible. Donc, ils savent de quoi il s'agit lorsque justement on laisse le vent mauvais, hein, celui qui a soufflé malheureusement au col de l'Échelle la semaine dernière et qui continue de perturber les actions solidaires qu'on essaye de faire. À ce sujet, je peux pas m'empêcher, là je suis en colère. Donc le procureur avait commencé et c'est vraiment la fichue de nous, à faire une enquête contre les identitaires. Et puis quelques heures plus tard, l'enquête est close, sous prétexte qu'il n'y a rien à voir, rien à signaler. Alors que nous, on recueille des témoignages, aussi bien côté col de l'Échelle que côté Montgenèvre, comme quoi il y a des identitaires qui coursent des migrants et ensuite ils vont chercher la police. C'est lamentable, c'est lamentable. En plus, ils sont tellement bêtes qu'ils s'en vantent et qu'ils mettent des photos pour leurs exploits sur leur propre site. Franchement, je comprends pas que le procureur, il n'ait pas vu tout ça. Voilà, mais nous, ce qu'on voit, voilà, on le dit, hein, on le dit, et on espère que ce sera enfin suivi de réactions. C'est lamentable de laisser ce genre de choses se propager. Hein. Bon, enfin, bon, je passe à autre chose. Je crois que c'est à peu près, c'est bon. Voilà. Merci. Merci Michel. Qu'est-ce qu'il nous reste à partager? Il nous reste à partager 2 mots sur la loi asile en cours de négociation. Patrick va nous en dire 2 mots. Et puis après, il y a un appel d'Emmaüs, une information sur Briançon, très courte. Et ensuite, vous serez invités à aller boire un pot ou manger un peu. Mais dans tous les cas, nous vous demandons de faire une dispersion tranquille et tolérante et paisible. Même ne vous laissez pas accrocher par les provocations de ceux qui vous attendent pour faire monter la pression. Voilà, la pression. Donc il y a des gens malveillants autour de nous, quelques-uns. Ne vous laissez pas accrocher. Ça s'est bien passé entre nous, on a pu échanger et vous trouverez sur votre chemin peut-être des gens moins bien intentionnés. Patrick, tu nous dis 2 mots sur la nouvelle loi. Oui, je pense que vous avez tous vu qu'une loi est en train d'être discutée d'abord aux députés puis au Sénat. Cette loi est absolument scandaleuse dans la mesure où elle empire largement le sort des personnes qui veulent venir en France, puisque, par exemple, la rétention qui, à l'heure actuelle, est de 28 jours, qui peut être portée à 45 jours, va être maintenant doublée. Le gouvernement voulait le tripler à 130 jours. Finalement, ils ont coupé la poire en 2 à 90. Mais ça veut dire que les gens, avant d'être expulsés, enfin pour pouvoir être expulsés, vont attendre pendant jusqu'à 90 jours en prison. Alors c'est un premier scandale. Un deuxième scandale, c'est que désormais, il sera légal d'enfermer les enfants, les jeunes. Donc là. Et pour nous, c'est absolument scandaleux, mais ça l'est même par rapport aux lois européennes, puisque normalement, un jeune doit être au contraire protégé et accueilli.
ils sont déjà en prison, puisque déjà, mais ça rendra légal le fait qu'ils soient en prison. Voilà, je vais pas aller plus dans le détail parce que sinon on pourrait passer 1 heure sur chaque détail et chaque article. Mais il faut que chacun d'entre vous prenne bien conscience qu'on va encore alourdir ce qui va se passer par rapport aux migrants et qu'on aura encore plus besoin de chacun de vous pour pouvoir tendre la main et les aider. Merci Patrick. Avant les nouvelles brèves, un mot de conclusion puisqu'on a une députée européenne. Marie-Christine, tu nous dis un mot de conclusion? Optimiste, pessimiste, résigné? Vous m'avez demandé de donner un peu d'espoir, alors je vais essayer de donner un peu d'espoir. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur les chiffres et qui essaye toujours de remettre les chiffres en place. Il y a aujourd'hui 255 millions de migrants internationaux dans le monde, ce qui représente à peu près 3,5% de la population mondiale. En 1990, c'était 2,9%. Donc ça a augmenté, mais finalement, quand on voit comment le monde s'est globalisé, comment on permet la libre circulation des services, des capitaux, des marchandises, les êtres humains, eux, ne bougent pas beaucoup plus à l'échelle de ce qui se passe. Et pour vous convaincre, je vais vous donner un exemple. En 1950, il y avait 25 millions de personnes qui chaque année se déplaçaient, pas migraient, se déplaçaient d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, il y en a 1 milliard chaque année. Chaque année, ce chiffre augmente de 50 millions. 50 millions. Donc, pour diverses raisons. Pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour X raisons. Il n'y a pas juste les mauvais migrants économiques qui se déplacent. Dans ces fameux 250 millions, il y a notamment 60 millions d'Européens qui, rapportés à la population du continent européen, fait que ceux qui migrent le plus dans le monde, ce sont les Européens. Que la moitié, mais on ne parle pas de migrants à ce moment-là, c'est des expatriés, paraît-il. Et quand vous allez dans les États du Sud, les pays du Sud, vous avez toujours un quartier des expatriés. Vous savez ce que ça veut dire, le quartier des expatriés? C'est le quartier des Européens. Dans toutes les capitales du Sud, vous avez ce quartier. On migre pas, nous. On s'expatrie. On a de bons motifs de migrer économiquement, en réalité. Parce que, pourquoi ils vont travailler dans les pays du Sud? Pourquoi de plus en plus de gens vont s'installer au moment de la retraite dans les pays du Sud? Donc, pour la retraite, moi je le comprends, ça permet d'acheter des maisons au bord de la mer, moins cher que chez nous, parce que c'est nous, les prix deviennent inabordables, et comme il y a des moyens de transport qui sont pratiques, c'est bien. Mais ceux qui vont y travailler, c'est pour piquer les bons jobs aux locaux, je vais le dire comme ça, et parce qu'ils ont un projet de vie pour mieux gagner leur vie. Ça s'appelle de la migration économique. Je disais donc 60 millions d'Européens qui migrent. Il y a une partie de ces migrations qui se font à l'intérieur du continent européen. Parce qu'un migrant international, il se déplace d'un pays à l'autre. Donc on migre à l'intérieur du continent européen, on migre à l'intérieur de l'Union européenne. Ces migrations sont à peu près de 50% intra-européennes. Ça veut dire qu'il y a 50% de migrations extra-européennes, d'Européens qui vivent ailleurs que sur le continent européen. Et par rapport à la représentation habituelle, je vais vous donner le chiffre des Africains. Vous savez ceux qui nous envahissent? Ils sont 36 millions de migrants africains au niveau international, de migrants internationaux originaires du continent africain. Et sur ces 36 millions, il y en a 85%, qui ne quitteront jamais le continent africain. Donc arrêtons de dire n'importe quoi sur ce sujet. Et je vais vous donner des propositions parce qu'à mon avis, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on bataille. Est-ce qu'on respecte toujours le droit international? Est-ce que les conventions internationales ont toujours du sens? Est-ce que la convention sur le sauvetage en mer a toujours du sens ou on va laisser continuer de crever les gens en Méditerranée? Tant qu'il n'y aura pas des voies légales de migration pour ces gens-là, ça continuera de faire le jeu des trafiquants. Et il y aura toujours des morts en Méditerranée. Et il y aura toujours de plus en plus de morts dans le désert, puisqu'on les empêche de plus en plus de traverser la Méditerranée.
Respectons la Convention internationale des droits de l'enfant. Hein, on en a beaucoup parlé. Le droit européen est clair en la matière. L'intérêt supérieur de l'enfant. Un enfant est d'abord un enfant. Donc quand il a besoin de protection, on ne regarde pas quelle est sa nationalité, on ne regarde pas quelle est sa couleur de peau, c'est un enfant. Et on ne cherche pas tous les prétextes. On ne cherche pas tous les prétextes pour les déminoriser. Cette expression est hallucinante. On cherche à déminoriser les mineurs. Je vous rassure, y compris pour être optimiste, ça n'existe pas dans tous les pays européens. La majorité des pays européens ne placent jamais les enfants en rétention. Alors que nous, nos députés En Marche, viennent de voter la rétention pour les mineurs dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, cette semaine, j'ai posé la question à la représentante de l'UNICEF. Je lui ai dit, le gouvernement français vient de faire voter une loi à l'Assemblée nationale qui dit rétention des mineurs dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et elle m'a répondu. Elle m'a dit, l'enfermement n'est jamais dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on n'enferme pas les enfants pour qu'ils soient aux côtés de leur mère. On sort la mère dans une solution alternative dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ça, respecter les conventions internationales. C'est aussi mieux respecter la Convention internationale sur les droits des femmes. Que les femmes victimes de féminicide soient protégées et aient le droit à ce titre de déposer une demande d'asile sur le territoire de l'Union européenne. Il faut mener la bataille, nous sommes en train de la mener au niveau du Parlement européen. Ça veut dire aussi respecter la Convention de Genève, j'en ai déjà parlé. Et ça veut dire enfin faire signer à nos États la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants. Aucun pays de l'Union européenne n'a signé cette Convention internationale. Pourquoi? Parce que cette Convention internationale reconnaît conformément au droit international que tous les migrants ont des droits, quel que soit leur statut. Quel que soit leur statut. Alors qu'on voudrait qu'il y ait des citoyens, des vrais citoyens et des sous-citoyens, notamment ceux qui viennent des pays du Sud. Et enfin, la bataille majeure pour moi est la bataille du droit à la mobilité. Dans la pleine ligne de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les hommes sont égaux en droit. Tous les êtres humains, d'autant plus que maintenant les hommes et les femmes en situation de migration sont à peu près à égalité. Donc tous les êtres humains naissent et demeurent égaux en droit et en liberté. Et notamment en complétant l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en faisant qu'elle ait un vrai sens, une vraie réalité. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est de celui qui dit le droit de quitter son pays et d'y revenir. Mais si on n'a pas le droit de quitter son pays sans avoir le droit à la mobilité, sans avoir le droit de migrer, cela ne veut rien dire. Alors il faut se batailler en la matière pour un vrai droit à migrer, pour un vrai droit à la mobilité, pour que les êtres humains soient égaux en droit sur l'ensemble de la planète. Merci à tous et bon courage, bonne continuation. Vous avez sans doute compris qu'on est toujours à la recherche de familles pour accueillir ou des mineurs ou des personnes célibataires et parfois même des familles. Voilà, donc si vous pouvez faire ce geste-là, vous pouvez soit venir me voir, soit venir voir Françoise qui est là, même si c'est peu de temps. Voilà, merci. N'oubliez pas les 3 prisonniers et leur passage pour remise en liberté, selon l'avis du tribunal, le 3 mai. N'oubliez pas la maison Cézanne, qui est aujourd'hui le lieu d'accueil le plus ouvert pour ceux qui arrivent et qui n'ont encore aucun droit, et qui sera soumise à une décision du tribunal le 21 juillet. Donc n'oubliez pas ces échéances et la marche qui va partir le 1er mai de Vintimille pour aller à Calais. Et n'oubliez pas ce qui se fait chez nos voisins, en particulier les difficultés du CHUM à Veynes,
qui est aussi un lieu d'accueil comme la Maison Cézanne, indispensable quand les jeunes sont à la rue. Et bonsoir, Joël du Refuge solidaire de Briançon. Bon, comme vous savez, grâce à la communauté de communes du Briançonnais et puis un certain nombre de municipalités aussi qui nous aident concrètement, on a réussi à accueillir l'année dernière plus de 2300 personnes qui sont passées par chez nous. Ça a nécessité, ça continue à nécessiter l'investissement de dizaines et de dizaines de bénévoles. Et c'est vrai que des fois, on tire un peu la langue. Et heureusement, on a le soutien d'un certain nombre de personnes extérieures au Briançonnais, et en particulier les volontaires de chez Emmaüs qui viennent régulièrement. Ils nous aident matériellement, financièrement, mais aussi humainement, puisque maintenant, depuis un mois et demi, il y a entre 3 et 5 compagnons des différents centres d'Emmaüs qui viennent nous donner un coup de main, qui s'installent pendant une semaine, et après, il y en a d'autres qui prennent le relais. Donc je tiens à les remercier, et c'est pour ça que en solidarité avec eux, je vais lire un message qui nous a envoyé par Emmaüs au niveau national. Au moment où notre gouvernement veut faire adopter par le Parlement une loi qui permettrait d'appliquer avec encore plus de rigueur une réglementation française totalement restrictive concernant l'accueil des étrangers et contraire à l'esprit d'ouverture de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à ce moment, une poignée d'individus se permet de parader au col de Montgenèvre. Une poignée d'individus se permet de parader au col du Mont-Genèvre, lieu de passage de ceux qui ont dû fuir leur pays et cherchent simplement à pouvoir vivre en paix. Cette poignée d'individus, refusant tout accueil aux exilés, parade avec hélicoptères et drones sans être inquiétés. Étonnant quand on connaît la capacité des forces de l'ordre à intervenir et leur rapidité quand les donneurs d'ordre leur demandent de le faire. Je vais essayer d'aller. Voilà. Ce moment de parade et le discours qu'il véhicule sont inacceptables. La France, pays signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, doit respecter ses engagements et accueillir dignement ceux qui ont dû fuir leur pays. Le fondateur de notre mouvement Emmaüs, l'abbé Pierre, a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment de son article 13 qui demande la liberté de circulation pour les personnes. Nous sommes capables d'organiser cette liberté de circulation pour les marchandises et nous ne le serions pas pour les personnes. Nous viendrons vendredi prochain de la semaine prochaine, affirmer à l'endroit même où certains ont voulu l'empêcher, affirmer que le gouvernement doit organiser l'accueil de ceux qui ont dû fuir leur pays. Et nous souhaitons l'affirmer avec vous, qui sur place travaillez à offrir un accueil digne. Nous voulons l'affirmer avec tous migrants et avec tous ceux qui œuvrent chaque jour avec leur association et maintenant parfois leur municipalité à proposer à la place de nos pouvoirs publics l'accueil qui est humainement dû à ces personnes. Et avec vous, nous voulons demander que notre gouvernement tienne l'engagement pris par ses prédécesseurs et organise, comme le demande l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté de circulation des personnes. Donc je ne vais pas vous relire l'article 13, puisqu'on en a longuement parlé. Simplement, je vous donne rendez-vous vendredi 4 mai à 13h au Mont-Genèvre avec les compagnons d'Emmaüs qui seront là en nombre pour ériger, comme ils l'ont fait déjà l'année dernière, à Tarifa, c'est-à-dire au sud de l'Espagne, là où ils ont essayé d'entamer la traversée du détroit de Gibraltar pour ériger une porte d'accueil pour tous les émigrés qui veulent rentrer en Europe. Là, c'était à Tarifa, et là, ça sera à Mont-Genèvre. Donc, vendredi prochain, à 13h, au col du Mont-Genèvre. Merci d'être là, présents et nombreux.
2 messages encore et on peut aller boire un coup. Benoît, un beau coup. Oui, bonjour. On est quelques-uns sur Briançon à avoir été sollicités par une association qui s'appelle COSPE, qui est un peu l'équivalent de Reporters sans frontières en Italie, qui récompense des actions solidaires. Ce qu'on a proposé à cette association, c'est qu'à titre personnel, ça nous intéressait pas du tout de recevoir ce prix parce qu'on tient à conserver un regard modeste sur notre action. Par contre, on leur a dit que si ce prix pouvait être symboliquement décerné à tous les militants solidaires, à tous les aidants solidaires qui, à Briançon, à Gap, dans les Hautes-Alpes et ailleurs, viennent en aide aux exilés, on pouvait accepter la proposition. Donc, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Donc, la semaine prochaine, ce prix sera décerné à tous les gens d'ici, à tous les gens d'ailleurs, qui viennent en aide aux exilés. Il sera décerné aussi à Bastien, à Théo, à Eleonora, qui aujourd'hui sont incarcérés à Marseille. Et voilà, dès la semaine prochaine, leur action sera récompensée. Et toutes les personnes qui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, seront également inquiétées parce qu'on sait qu'il y a des listes qui sont établies et qu'il y a des personnes qui sont visées. Tous ces gens-là aussi seront récompensés. Donc c'est quelque chose qui doit nous encourager à continuer, qui doit nous encourager à nous engager encore plus. Le mot de la fin sera apporté par Elena, une voisine qui vient de Oulx, en Italie, et qui nous dit un mot de leur effort à eux, de l'autre côté de la frontière. Bonjour à tous. Je ne suis pas très bonne de parler français, alors je dis seulement deux choses. Je le dis seulement une chose. On a décidé de venir ici, de l'Italie, parce que en suivant votre exemple, on a commencé aussi chez nous à faire des choses comme vous, comment vous faites. Et alors, on a décidé de venir pour la solidarité, parce que c'était très important. On va les frontières. Merci à vous. Merci de votre patience. Merci de votre écoute. Et merci du prolongement que vous pourrez donner à cet échange dans vos idées et dans vos actions à vous. Bravo, Bernard.